Et il faut mettre... on est d'accord. Oui, bien sûr. Oui, alors, je sais pas, on le voit là, non? Voilà, très Ouais. bien. Comme ça. Voilà. Le dernier livre de Paul Laurent, Psychanalyse de la catastrophe, enjeux anthropologiques et cliniques. Voilà, aux presses universitaires de France. Oui, la couverture, au départ, on m'avait proposé une couverture. Enfin, il y avait des ruines, quoi. Il y avait des ruines. Est-ce que vous m'entendez là? Oui. D'accord. Mais est-ce que on m'entend au Zoom? D'accord. Donc, ça ne m'intéressait pas tellement de voir des ruines sur la couverture. J'ai préféré choisir un tableau de Turner, hein, dans lequel la catastrophe n'est pas spectaculaire, mais on voit bien qu'elle vient, quoi, hein. Bon, en rapport avec un naufrage. Bon, évidemment, dès qu'on voit un livre là-dessus, on se dit, bon, c'est un rapport avec le Covid. Bon, parce que là, on l'a vu, la catastrophe, on l'a éprouvé, la pandémie. Alors, moi, c'est mon rapport à la recherche, hein. J'aime pas les clins d'œil à l'actualité. Autant on a des problématiques analytiques qui sont puissamment actuelles, autant les clins d'œil à l'actualité, d'abord, ça s'use vite, c'est l'actualité. Donc, nous, il me semble que notre problématique, c'est de maintenir du structural, hein. Mais bien entendu, plus c'est structural et plus ça parle chroniquement à l'actualité. Voilà, c'est ça le point. Alors, effectivement, le sous-titre est important puisque ma question, c'était évidemment de déterminer ce que la psychanalyse, en partant de Freud, bien sûr, mais Lacan est très présent, bien sûr, aussi, peut dire de la catastrophe en tant que telle. Voilà. Mais j'étais dans la situation, d'abord j'étais très possédé par mon objet, comme toujours, hein, quand on est dans la recherche. J'avais fait un séminaire pendant 2 ans à la Maison des sciences de l'homme, hein, sur cette question. Et donc, d'ailleurs, en écrivant, c'est aller beaucoup plus loin encore que les exposés, parce que j'étais vraiment en position de présenter un traité de la catastrophe assez long, parce qu'il y a quand même 400 pages, hein, mais à travers l'envers inconscient. Voilà. C'est-à-dire, c'est ça qui me paraît important, c'est-à-dire que la psychanalyse ne prend sa portée véritablement que dans une problématique transdisciplinaire, hein, dans laquelle elle ne doit pas se noyer, ce qui est aussi important, hein. Freud refusait que ce soit un chapitre de quoi que ce soit d'autre, hein. Mais voilà, je me suis trouvé dans cette position de me confronter à la théorie des catastrophes. Bien sûr, beaucoup d'entre vous vont penser au nom de René Thom, hein, puisque c'est René Thom qui, dans les années 70, a présenté une théorie de la catastrophe d'un point de vue mathématico-logique, hein, et il est très difficile à aborder par quelqu'un qui est ni mathématicien ni logicien. Je m'y suis confronté et vous trouverez un exposé qui se tient, me semble-t-il, de la théorie de Thom. Enfin, je signale d'ailleurs que dans le séminaire, Lacan appelle René Thom son ami. Ils ont eu des contacts, mais il est très difficile de savoir ce qu'il en a tiré de la théorie des catastrophes, même s'il l'a maîtrisé véritablement. Mais ça serait intéressant de voir théorie des catastrophes et topologie. Voilà. Alors, les enjeux, je dis quand même un mot, puisque je suis reçu dans un séminaire avec les enjeux. Les enjeux, bien sûr, littéralement, c'est l'enjeu d'un jeu, hein. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire, dès lors qu'on joue, il y a quelque chose qu'on garde, qu'on gagne ou qu'on perd. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on a presque un tic de parler des enjeux, mais il faudrait, en général, hein, mais c'est important parce qu'il faut voir quand on a une problématique, terme à laquelle je n'échappe pas depuis sans doute notre formation philosophique qui fait que il ne faut pas que la thématique cache la problématique, hein. Voilà, parce que les thèmes varient, vieillissent. Par contre, la problématique, il y a quelque chose là de solide, hein. Bon. Des catastrophes, il y en a beaucoup. J'ai été dans cette position de faire, vous voyez, je dis juste un peu la table des matières pour comprendre, parce que je voudrais procéder de la manière suivante. D'abord, non pas faire un résumé du livre, j'interviendrai d'ailleurs au salon d'espace analytique, je présenterai le livre en tant que tel, mais indiquer un peu les résultats de l'enquête pour savoir ce qu'on met sous le nom de catastrophe, hein.
Et puis ensuite, dans un deuxième temps, essayer de répondre à la question du statut contemporain, voilà, de la catastrophe. Parce que la catastrophe, ça date du déluge, hein, littéralement. Voilà, la peste du Moyen Âge, c'est pas le Covid, parce que le récepteur du sujet, c'est pas le même, hein. Et il me semble que d'ailleurs cliniquement, le sujet de la modernité est particulièrement désarmé par rapport à la catastrophe, parce qu'il n'a pas de grand autre, quoi. Quand il y avait 50 millions de morts pour la peste noire, il y avait la consolation avant de mourir de dire c'est le grand hôte qui le punit, hein. Et d'ailleurs, dans la Bible, on a cette idée de la punition. Dieu produit des catastrophes, hein, mais des catastrophes qui se veulent salutaires. Voilà. Quand l'homme cloche dans la loi, il faut lui donner une leçon, déluge, Sodome et Gomorrhe, etc. Bon. Alors, j'ai été vraiment envahi par une matière extraordinaire et il me semble que je l'ai maîtrisée parce que j'ai été. Voilà, quelle est en gros ma démarche? Ça a été de partir d'abord du signifiant. Voilà. Parce que la catastrophe, c'est un mot. Vraiment, quelqu'un m'a dit, mais tu as essoré le signifiant. Oui, signifiant catastrophe, il faut bien comprendre ce qu'on y met. Tout de suite, vous entendez destruction, effondrement, etc. Évidemment, c'est central. Mais le mot catastrophe est tout à fait particulier. Bon. Ensuite, j'ai fait une partie épistémologique pour comprendre si une cartographie des catastrophes. C'est étonnant, j'ai été dans cette position de chercher partout les catastrophes, les colères de la nature, parce qu'on reste animiste, hein. Voilà. Les catastrophes humaines, etc. C'est-à-dire chaque fois que ça cloche, hein, chaque fois que ça cloche et que ça produit effectivement de la destruction, les grands accidents, les bon. Parce que quand on veut comprendre un concept, il faut voir en extension comment il se développe, comme diraient les logiciens, et puis ensuite voir si on peut parler de la catastrophe. Et c'est là que j'ai suivi l'histoire des sciences. Les premiers qui ont parlé de catastrophe, pas les petits catastrophistes des réseaux sociaux, hein, mais vraiment les catastrophistes, c'était des géologues. La question très importante qu'on trouve chez Cuvier et les autres, c'est de savoir si la Terre, telle qu'on l'habite actuellement, est dans la continuité, ce qu'on appelait l'uniformitarisme, ou bien si c'est une série de catastrophes antérieures, hein. Voilà. Du coup, n'est-ce pas, j'ai cherché le. Oui, bien sûr. J'ai cherché la catastrophe dans toutes les sciences pour voir comment le concept s'est constitué. Je dirais tout de suite d'ailleurs que Freud lui-même a écrit un texte invraisemblable, que je trouve passionnant, qu'on a retrouvé en 1986 dans une malle, hein, et Is Gubris Simitis, une analyse qu'il a trouvée, dans lequel il soutient, pour faire plaisir à Ferenczi, surtout qui adorait ce genre de spéculation, en se posant la question comment l'humanité est devenue névrotique, hein. Imaginez aujourd'hui un analyste n'oserait pas penser comme ça, mais le fondateur pense comme ça. C'est-à-dire, il a bien fallu que toutes ces névroses auxquelles on a affaire, elles sont nées dans l'espèce humaine. Et il n'hésite pas à dire que c'est depuis la glaciation du globe terrestre, hein, parce que des glaciations du globe terrestre, je me suis documenté, il y en a eu beaucoup. Mais enfin, globalement, c'est ça. C'est au moment où l'univers, la Terre était un bloc de glace, hein, et ensuite l'humanité a survécu comme elle pouvait, mais c'est là que tout a commencé. Ce qui veut dire qu'il y a bien sûr la grande catastrophe primaire du meurtre du père, hein, de la dissolution de la horde, au plan symbolique, mais Freud a cherché dans le réel, une spéculation. Il n'a pas osé le publier, il aurait pu le faire, hein, puisque vous savez que la métapsychologie devait avoir 12 essais, on n'en a que 5 publiés, mais ça devait être le 12e essai. Donc, ça me paraît intéressant que Freud se soit intéressé à la géologie pour essayer de comprendre comment l'humanité est devenue névrotique. C'est énorme. J'aurai l'occasion d'y faire allusion, mais si vous voulez voir le texte, ça a été traduit chez Gallimard avec une préface de sa découvreuse, c'est-à-dire Is Gubris Simitis, qui a expliqué très, très bien pourquoi Freud avait besoin, effectivement, d'un point de vue phylogénétique. Plus aucun analyste n'ose faire des spéculations phylogénétiques, c'est-à-dire en termes d'espèces. Mais Freud n'a jamais lâché l'idée que quand j'ai un fantasme, je puise non pas dans le trésor des signifiants, mais dans le trésor. Voilà. Et c'est très, très important parce qu'à mon avis, c'est là que Lacan a placé le grand autre. Voilà.
non pas sur le mode phylogénétique, évidemment, mais sur le mode du fait que le sujet active dans son inconscient quelque chose qui est déjà là avant. Voilà. Et ça, c'est un point important. Bon. Donc, à partir de là, comment est-ce que j'ai procédé, n'est-ce pas? Introduire, une fois qu'on a bien pris la mesure de la catastrophe en soi, et je vais revenir au mot tout de suite, hein, mais comprendre comment on fait rentrer Freud sur la scène. À Paris 7, on avait un cours intéressant qui n'était pas toujours coté, mais enfin très important, d'histoire et d'épistémologie. C'est très important. L'esprit Paris 7, c'était pas simplement de s'entre-reconnaître entre analystes, mais c'est de voir comment le savoir freudien se dépose là. Et moi, j'aimais bien ce cours. Bon. Donc, comment Freud intervient? Et une fois que j'ai pris la mesure de la théorie au plan épistémologique, dans sa formalité, j'ai mieux réussi à reconstituer ce qu'on sait par ailleurs. Hein. Ici, il y a un mot qui vient tout de suite, c'est trauma. Mais la catastrophe, c'est autre chose. Voilà. Le trauma, alors là, on est gavé de littérature. Bon, et la catastrophe commence par un trauma. Mais c'est une condition. Hein. On s'installe dans la catastrophe, plus ou moins longtemps. Voilà. Et donc, la catastrophe mérite d'être élevée, non pas en concept psychanalytique à part, mais comme d'avoir un statut analytique. Moi, ça a toujours été ma démarche. Hein. C'est d'élever des phénomènes, ce que j'appelle parfois, c'est pas par pédantisme, mais le phénomène catastrophal. Ce n'est pas simplement la catastrophe dont on parle dans les médias, quoi. Hein. Il y a un phénomène catastrophique. Alors, à partir de là, eh bien, et je me suis retrouvé avec l'écriture de la catastrophe. Hein. Je vais intervenir à Montsouris, l'hôpital Montsouris avec Orcos, sur la question de l'écriture de la catastrophe. La question, c'est que la catastrophe est une figure extrême du réel, comme le trauma d'ailleurs. Lacan dit bien que ce que nous, la version du réel, c'est le trauma. Oui, mais j'y ajoute, je spécifie par la catastrophe. Hein. Et je crois que le réel lacanien s'éclaire assez bien par ce phénomène-là, parce que tant qu'on est hors catastrophe, c'est la réalité. Enfin, hein, la catastrophe, qu'elle prenne la forme quelconque, y compris du terrorisme, hein, parce que les terroristes veulent s'identifier à un fléau. Hein. Ça, c'est un point très, très important. Bon. Enfin, bref, évidemment, c'est tristement à la mode, mais enfin, voilà, c'est quelque chose qui vient briser la réalité. Bon. Et puis, une clinique de la catastrophe, une clinique du sujet catastrophé, parce que de la névrose d'angoisse qui a toujours peur qu'il arrive une catastrophe, les obsessionnels qui ont des moments où, sous la pression du refoulement, ils ont une épée de Damoclès. Ça m'a passionné de retraverser ce qu'on sait là, mais regardez La fin du monde chez les psychotiques. C'est absolument essentiel. Moi, j'ai relu Nerval, et c'est bon, voilà. Et la phobie. Bon. Donc, du coup, j'ai été amené à faire une phénoménologie clinique de la catastrophe, à condition de tenir les manettes. C'est ça ma méthode qui est assez systématique. Épistémologie. Ouais. Voilà. Et j'ai abouti à la dimension de l'anthropologie psychanalytique, c'est-à-dire, moi, je raffole même pas tellement du terme, hein, et Lacan avait raison de s'en méfier un peu, mais bon, comme rubrique universitaire, ça peut être utile, hein, c'est-à-dire, c'est la psychanalyse est une anthropologie. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? D'abord, catastrophé. Bon. Catastrophé en grec, j'ai découvert que c'était Rabelais qui avait francisé le terme, et en rapport d'ailleurs avec Panurge. Ah oui. C'est quand même amusant. Hein, bon. Bon, catastrophé, c'est kata, c'est le préfixe grec qui veut dire la chute. Voilà. Voilà. Dès que vous pensez catastrophe, vous pensez chute. Hein. Vous pensez le laisser tomber. Et immédiatement, on reprend ça ce qu'en dit Lacan. Mais voilà, c'est ça. Hein. Quand la jeune homosexuelle se jette comme ça dans cette espèce de petit fossé ferroviaire, hein, elle chute, et il y a beaucoup de sujets psychotiques qui font des chutes. Enfin, voilà. Et donc, c'est quelque chose qui s'effondre. Un bâtiment qui s'effondre, voilà. C'est l'univers du désastre. Bon. Blanchot disait qu'il y a une écriture du désastre. J'en ai donné des éléments, mais voilà. En partant de la Bible, en allant jusqu'à Camus et la peste, voilà. Et en passant d'ailleurs aussi d'un texte, je ne sais pas si tu le connais, de
de Buzzati qui s'appelle L'écroulement de la baliverne. C'est un texte dans lequel un obsessionnel s'imagine qu'il a, à cause d'une erreur, fait tomber tout un immeuble. Et c'est remarquablement vu. D'ailleurs, Buzzati était hautement obsessionnel et je crois qu'il voyait de quoi il parlait. L'attente, tout ça. Bon. Alors, donc, oui, on garde la destruction, mais la chute, bon. Mais c'est aussi, et c'est un point très important, le retournement. C'est un terme aristotélicien. La tragédie finit toujours par un dénouement. Hein. Ah, ça serait amusant de voir si la fin de l'analyse ne peut pas être une catastrophe, en un sens. Mais je rappelle, j'ai redécouvert que même dans la politique d'Aristote, c'est pas forcément, c'est la fin de l'énigme. Même une comédie, quand elle se termine, c'est pas la catastrophe. Mais le terme a pris un sens spécial dans la tragédie. Voilà. Et enfin, et destruction, effectivement, retournement, quand on passe, dit Aristote, d'un bonheur à un malheur. Voilà, c'est dit de façon très claire. Hein. Mais du coup, on a la tête en bas, quoi. Voilà. Quand les trucs se retournent totalement. À partir de ce moment-là, le sujet se retrouve dans une. Enfin, Marx voulait remettre la dialectique Hegel sur Terre, mais voilà, c'est quand dans sa vie, ça ne tient plus. Et je pense ça vraiment aussi en analyse, quand les patients arrivent en posant leur catastrophe, bien sûr, on les reçoit, mais vous voyez assez vite qu'il y a des catastrophes invisibles, dont les catastrophes visibles servent de couverture. Voilà. Hein. Mais les moments où dans ma vie, j'ai plus les manettes. Quoi. Voilà. Et enfin, c'est la fin. La fin, c'est aussi catastrophé, justement. Hein. Voilà. Toute fin est tragique. Même quand je pense certains couples qui doivent se séparer, ils sont d'accord tous les deux. Il n'empêche qu'il y a quelque chose de l'ordre du glas, quoi. Voilà. J'ai bien passé, certains divorcés dansent sur les ruines de. Bon, tu parles, enfin, je veux dire. Vous sentez déjà une odeur de castration dans cette histoire de catastrophe. Voilà. Donc, à partir de là, évidemment, j'ai essayé de repérer dans cette trilogie quand ça s'effondre, quand ça se retourne, n'est-ce pas, et quand ça finit. Voilà. Alors, quand Freud pénètre sur la scène, voilà, c'est toujours un moment où il faut donner la parole à Freud. Bon, mais donner la parole à Freud, non pas pour faire une récitation psychanalytique, mais pour voir comment il intervient sur le réel. Où est-ce qu'on trouve la catastrophe chez Freud? Première constatation, le mot est rarissime, alors même que vraiment j'ai construit, me semble-t-il, la théorie freudienne de la catastrophe. Il est très économe du mot, très économe. Bon, je vais tout de suite dire, on le sait, beaucoup le savent, dans quelles conditions il lâche le mot catastrophe, c'est la même chose qu'en français, mais avec un K. Voilà, il dit catastrophe. D'ailleurs, je me suis demandé si le mot catastrophe n'était pas un terme plus dans la dérivation romane. Et le mot existe en allemand, mais les Allemands ne font pas. Bien sûr, on peut te prendre avec un accent nazi le mot catastrophe. Bon, non, mais c'est un terme latin, gréco-latin qui a été là ici. C'est quand même ce qui peut-être ce qui explique qu'il n'utilise pas. Mais je ne crois pas que c'est seulement ça. Hein. Où est-ce qu'il trouve la catastrophe? La catastrophe, elle commence, voir le magnifique chapitre 12 d'Inhibition, symptômes, angoisse. On a tous connu la catastrophe, alors même qu'on ne parlait pas encore, quand on a perdu de vue la mer. Voilà, c'est ça, c'est vraiment le truc. Et encore, c'est pas le plus grave qu'elle soit pas là. C'est, nous dit Freud, que un visage étranger, imposteur, hein, ne serait-ce qu'une nounou, quoi. Mais enfin, qu'est-ce qu'elle fait là, quoi? Et Freud décrit remarquablement d'ailleurs que c'est même pas encore l'angoisse. L'angoisse, j'ai le temps de négocier, elle va, elle vient. Je ne sais pas si elle va pas disparaître pour toujours. Hein. Il y a l'idée que Freud s'occupe de la castration et les autres s'occupent de la séparation. Pas du tout. Chez Freud, la séparation est absolument capitale. Sauf que, comme vous le savez, c'est un acompte à la castration. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'au-delà de la dyade, parce que Lacan appelle l'école du bon lait, quoi.
Le freudisme, c'est pas ça. Le freudisme, c'est dire que c'est vraiment, j'ai encaissé un truc là, catastrophique, qui fait que chaque fois que je perdrai de vue un objet aimé, même mature, je vais me retaper ça. Et il y a vraiment des patients qui montrent bien que le plus terrible dans la séparation, c'est de perdre de vue. Voilà. Donc, voilà, enfin, évidemment, dans le texte, je relis de près ce texte, mais qui est remarquable. Alors, après, il y a le deuxième coup de gong de la catastrophe, et là, Freud lâche le mot. Il ne dit pas que la séparation est une catastrophe. On peut le dire, mais j'ai toujours soin de vérifier si Freud emploie le terme ou pas. Or, c'est là où Freud emploie le terme catastrophe. Dans quel contexte? Eh bien, quand il se confronte au déclin du complexe d'Oedipe. Pourquoi diable est-ce que Parce que c'est plus la mère nourricière dont on se sépare, c'est la mère objet de la libido, c'est de l'objet incestueux. Mais qu'est-ce qui fait que je renonce? Est-ce que c'est comme les dents qui tombent? Les dents de lait, hein, les dents de lait qui tombent? Est-ce que, bon, Freud a aimé beaucoup le déclin de l'Empire romain de Gibbons. Hein. Voilà. Comment un empire disparaît? Voilà. Eh bien, il n'y aurait aucune raison que je renonce à mon objet premier, aucun, s'il n'y avait pas une catastrophe qui s'appelle la castration. Voilà. C'est pour ça qu'il dit que le complexe d'Oedipe ne décline pas tranquillement. Attention, il parle du complexe d'Oedipe au masculin. Mais il faut qu'il vole, je vais vous épargner le terme allemand, mais qui veut dire voler en éclats, mais en même temps en ruine. Enfin, c'est la trouille de ma vie, la castration. Voilà, c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas céder sur cette question de la castration. C'est l'article absolument fondamental de l'inconscient et c'est vraiment le truc qu'on esquive facilement. Vous voyez un analyste dans une émission télévisée parler de la castration, non, il ne préfère pas. Et pourtant, d'autres en expérience, c'est un point, évidemment, vous le savez, c'est quelque chose d'absolument incontournable. Voilà. Je n'ai pas le temps de le développer, mais évidemment, ça nous intéresserait de voir que le complexe de type au féminin, ce n'est pas la même chose. Hein. D'abord, il est au début et pas à la fin, et d'autre part, il s'enlise. C'est une bonne catastrophe, nous dit Freud, parce que c'est pour ça qu'on a un surmoi. Parce que une fois que j'ai perdu l'objet perdu, je vais l'avaler, quoi, dans mon surmoi. Et on a envie de parler des objets internes claniens, là. Enfin, voilà, ce qui fait que je vais porter, n'est-ce pas, les produits de la catastrophe, ce qui fait qu'il dit que finalement, cette catastrophe sert à la culture. Hein, parce que Freud a ce côté, bon, ce côté culture. Voilà. Voilà, donc à partir de là, vous voyez, le point qui est très important, qui est essentiel, c'est que Freud, par ces deux expériences fondatrices, ignorait. J'avais vu un texte où Tom, très modestement, disait « J'essaye de lire Freud. » Bon. Et c'est une œuvre monumentale. Il n'est pas comme certains savants qui disent que c'est ce truc, hein, mais je ne réussis pas. Bon, voilà. Donc, voilà, ça serait intéressant de lui montrer comment d'abord Freud, pas simplement ravaler tout ce que dit la psychanalyse, mais comment on a là ces éléments qui sont... Parce que la théorie des catastrophes, c'est une logique du discontinu. Alors, s'il y a un facteur de discontinu, c'est bien cette équation séparation-castration. Voilà. Mais c'est aussi, et je n'ai pas besoin de le développer, l'effet d'après-coup. Voilà. On ne tombe jamais malade névrotiquement du trauma. La traumatologie ne vaut rien en psychanalyse. Je le dis parfois brutalement, mais ce n'est pas la théorie du choc. D'ailleurs, dans le vrai trauma, on n'y est plus. Hein. Quand Emma, évidemment, c'est ce qui raconte déjà Fliss, hein, en rentrant en train et laissant des schizopsychologie scientifique, il parle d'Emma. Emma, elle rentre à 8 ans chez un épicier libidineux qui fait quelques attouchements. Hein. Le problème, c'est qu'après, elle s'aperçoit qu'elle y est retournée, parce que, comme on le sait, c'est plutôt la victime qui revient sur les lieux du crime que le criminel. Bon, voilà. Mais après, elle a oublié. Et c'est au moment où il y a poussée pubertaire qu'il y a une reviviscence.
on tombe malade du fantasme réactionnel au trauma. Voilà. Donc, la psychanalyse n'est pas un supplément d'âme à la théorie traumatologique. Le social a besoin d'un traumatologique. Donc, dès que quelqu'un est dans le trauma, on lui délègue une cellule traumatologique. Et ça ne fait pas de mal, ça même fait du bien. Hein. Mais naturellement, le sujet, écoutez, je suis déjà un peu plus intelligent que ça. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement le choc. Je vous donne un petit exemple comme ça. J'avais vu à la télévision hein, un homme qui n'avait plus de rapport sexuel après un attentat dans le métro. Il raconte qu'il y a un effet de souffle qui fait qu'il y avait à côté de lui une femme hein, qui était aspirée. Tout ça s'est passé en un quart de seconde. Il a essayé de la retenir. Il a étreint. Hein, et elle a été complètement aspirée. Voilà. Et depuis, impossible d'approcher du corps d'une femme. Dans ce cas-là, on a besoin de comprendre comment ça s'est archivé, comment c'est archivé pour un sujet. Bon, voilà. Et donc, voilà, de ce point de vue-là, Freud a introduit quelque chose qui est la Nachträglichkeit en allemand, c'est-à-dire ce qui arrive après. Mais je ne suis pas sûr, quand on dit après coup, qu'on mesure tout ce que ça implique au plan de la modification que Freud a imposée sous l'effet de la clinique à une logique de la catastrophe. Oui. Alors là, ça devient évidemment assez excitant au plan de la recherche. Bon. Voilà. Alors, à partir de là, bon, je vais pas parler plus longtemps de toutes les retombées, puisque je vais en arriver à la question de la façon dont on accuse réception de la psychanalyse au plan clinique, tant au plan du petit sujet, quoi, individuel, hein, qu'au niveau de ce trauma collectif. Hein. Voilà, en tout cas, quand on est face au réel, on en accuse réception ou on écrit. Hein. La traumatographie. Bon, hein. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait en dire, n'est-ce pas, de cette clinique du collectif, d'une certaine manière hein. Tom a tout à fait raison de parler du discontinu. En fait. C'est compliqué chez lui, hein, parce qu'il est parti de la façon dont une fonction mathématique brusquement fait un saut. Et oui. Hein. Brusquement, quand dans ma vie, il y a du discontinu. La vie, c'est le continu. Hein. Mais je vais prendre des exemples traumatiques, évidemment. Je suis tranquillement dans un métro, c'est-à-dire je m'attends à ce qu'il ne se passe rien. Hein. Et puis, ça saute. Tout se ferme, vous voyez, brusquement, le réel fait irruption sur la scène du sujet. Hein. Et c'est ça qui fait que, bon, il est invité un peu sur notre planète, sur un hors-monde, d'une certaine façon. Hein. Donc, c'est ça qui produit cette cassure. Vous voyez, alors du coup, on a envie de dire cassure géologique, cassure. Voilà. Hein. Quand les dinosaures ont reçu sur la tête, paraît-il, le météorite, hein, voilà. Enfin, ils ont mis quelques millions d'années à mourir. Hein. Mais vous savez, c'est les petits animaux qui s'en sont tirés par les grands. C'est à méditer. Hein. Mais voilà, Mais regardez le poids du catastrophisme qui vaut bien mieux que les petits catastrophistes. Non, mais ça m'amuse parce que c'est un patient qui m'avait appris il y a des années le réseau social. Moi, réseau social, c'est un concept sociologique assez. Ah non, 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 et oui, brusquement, c'est ces petits réseaux-là, anarchiques, pour moi, c'est pas un réseau. Hein. Bon, enfin, on est entre nous, je peux le dire. Voilà. Donc voilà, c'est ça qui fait que la catastrophe, il y a un inconscient de la catastrophe qui est absolument essentiel. Je repensais à la fameuse formule de Réel sur Lacan, c'est-à-dire ce qu'on ne rencontre pas là où on cogite. Bon. Voilà. Ben, d'une certaine manière, oui, quand on est dans la catastrophe, regardez le côté abstrait des médias, là, parce que les médias essayent de présenter les choses, mais ils imaginarisent. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant la phase du Covid? J'ai un chapitre hein, sur la pandémie, mais c'est le chapitre 12, c'est-à-dire longtemps après pour pas que voilà parce que sinon les clins d'œil bon.
Mais effectivement, bon, je ne vais pas le développer, mais j'avais fait des conférences en 2020 un peu sur le confinement et en direct pour dire déjà quelques éléments. Mais voilà, le virus brusquement s'invite comme un hôte indésirable. Entre parenthèses, il ne nous veut pas de mal, il veut juste vivre, hein, le virus. J'ai compris que c'était un être, on ne sait pas si c'est un être vivant ou bon. C'est la limite un peu. C'est ça. Et c'est ça où les biologies sont passionnants. Il faut voir ce qu'ils disent. Mais alors, du coup, ils s'invitent chez nous comme des hôtes indésirables. Sauf que, bon, pour nous, c'est pas bon. Hein. Vous savez, moi, j'ai connu ça. Un patient qui a été sinistré par le virus, hein, euh, qui m'appelle en me disant: oh oui, j'ai un Covid, mais c'est pas grave. Et puis, il n'appelait plus. Hein. Il a fait un Covid hyper grave. Enfin, c'était la première vague. Hein, hyper grave. Ça a été il a eu une résurrection. Hein. Les infirmières étaient autour de lui en disant qu'ils avaient vu ses poumons. C'était quelqu'un qui était déjà mort. C'est d'ailleurs passionnant, parce que ce patient qui, ayant un très gros problème avec une femme qu'il aimait, mais cette femme avait du mal, quand cette femme a vu qu'il allait mourir, ce couple s'est réuni. Et ça a été la fin de l'analyse. Hein. En tout cas, il tenait à me dire que c'était une conclusion. Moi, je trouve qu'il manquait un petit quelque chose pour toujours le devenir père, peu importe. Enfin, voilà. Donc, c'est un argument de séduction risqué. oui, tout à fait. Non, mais c'était une femme qui avait des problèmes bon, très particuliers et qui ne pouvait pas réaliser les choses. Voilà. Et lui, qui est un type qui est d'ailleurs très recto, très bon, mais c'était la quadrature du cercle. Il avait fait son deuil. Tout était terminé. Moi, je l'accompagnais dans son deuil. Hein. Voilà, on suit. Hein. Et puis, le Covid lui a fait un cadeau extraordinaire. Enfin, écoutez, voilà, il a fait un cadeau extraordinaire. Puisque à partir de ce moment-là, eh bien, elle a compris qu'elle serait totalement castrée si ce type-là n'était pas là. Tant qu'il était dans le monde, ça allait, et elle le refusait. Mais maintenant, bon. Donc, c'est quand même incroyable, parce qu'il y a une métamorphose extraordinaire d'après son témoignage. Bon. Donc, est-ce que ce truc terrible, c'est pas aussi, dans certaines circonstances, une aubaine, pour le dire de façon un peu masochiste, certes, mais ou bien un réveil? Voilà. À tel point qu'il n'est guère que la catastrophe qui nous réveille vraiment. Mais alors, catastrophe, vous voyez, dans des sens, dans des conjonctures extrêmement différentes. Voilà. Bon, alors, j'avance. Un certain Benjamin, on dit plutôt Walter Benjamin, à un certain moment dit, d'ailleurs, c'est un texte sur Baudelaire, n'est-ce pas, où il dit, oui, qu'est-ce qu'il dit, n'est-ce pas, mais c'est dans les fragments sur Baudelaire, que les choses continuent à aller ainsi, entre guillemets. Voilà la catastrophe. Ah, alors, c'est pas que le discontinu, peut-être Tom aurait pu méditer là-dessus. Hein. La catastrophe, c'est le fait, c'est toujours la même chose, c'est la routine, quoi. Enfin, la routine, au départ, c'était pas péjoratif, c'était l'art de l'artisan. Mais voilà, la routine, c'est cette pulsion de mort au quotidien, cette impossibilité, ces couples qui se consument. Je prends ces exemples parce que c'est ce qu'on entend, quoi. C'est-à-dire par l'inséparabilité, mais c'est toujours la même chose. Il vaudrait mieux une bonne catastrophe. Hein. Bon, voilà, on peut plaisanter cyniquement là-dessus. Bon, hein. Mais chaque fois que le sujet prend une décision vitale, il mobilise la catastrophe. Et il mobilise aussi, bien sûr, la pulsion de mort. Hein. Si par contre, je ne vais pas avoir d'ennui, mais chacun fait ce qu'il veut. Hein. On ne va pas dire, mais parce qu'il y a des analyses qui disent, mais séparés ou mais non, mais de quoi on se mêle? La question, c'est qu'ils ne se plaignent pas. Quoi. Bon. Mais vous voyez la complexité de ces figures du réel. Quoi. Hein. Euh, et du coup, je crois que dans la recherche, il faut pénétrer un peu dans la catastrophe. Il faut, bien sûr, je ne vais pas multiplier les exemples, mais Hiroshima, quoi. Enfin, le jour d'après, quand les sujets sortent et qu'ils voient quelque chose qui est totalement détruit, c'est les cratères lunaires. Enfin, voilà, c'est. Euh, voilà.
Et évidemment, je suis repassé par la guerre, évidemment, par les figures. Je suis repassé par la Shoah, je suis repassé par Eichmann, cet administrateur de la mort, voilà, hein, mais qui pensait vraiment qu'il avait réussi un exploit. Hein. C'était vraiment. C'est le mien, Hein, ok. je ne crois pas. Je ne crois pas que ça soit le mien. C'est pas le. Bon, voilà. Donc, alors, Freud dit que il parle du nazisme, hein, mais il y fait allusion comme étant un retour préhistorique. Hein. Il emploie le terme. Hein. Ce qu'il dit d'ailleurs de façon très intéressante, nous trouvons avec étonnement que le progrès a conclu un pacte avec la barbarie. Voilà. Parce que les nazis étaient bien organisés. Hein, ils ont créé des autoroutes, bon, mais bon. Alors, évidemment, pour nous, c'est dit catastrophe d'Oedipus complexe. Hein, c'est ça qui fait qu'on peut parier dès lors que, encore, la catastrophe oedipienne, c'est une catastrophe civilisée, mais on peut penser que chaque fois que le sujet va être dans cette position de lâcher l'objet, hein, il sera confronté au fait que, la grande révolution qu'a faite Freud, c'est-à-dire, c'est pas, je ne deviens pas névrosé parce que je suis frustré. Hein, même si je suis totalement dans la plénitude pulsionnelle, il y a un moment où je touche la limite, qui est un fait anthropologique. Hein. Et le courage de la psychanalyse, c'est de penser la castration. Penser la castration. Voilà. Mais aussi, Lacan l'a montré génialement, c'est ça aussi qui fonde le désir. Hein. Bon. Catastrophe symbolique. Bon. Alors, j'en viens, j'aurais envie d'en parler longtemps, mais je me permets d'envoyer, si ça vous intéresse, à l'enquête détaillée. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est de voir, dans la mesure où il y a des paradigmes de la catastrophe, voilà, comment ça se pense. Hein. Moi, je suis très intéressé par la Bible parce que je trouve qu'il y a une quantité, une potentialité d'inconscient tout à fait remarquable. C'est pour ça que je fais des cours à Elie Wiesel pour essayer de prendre comme ça des termes sur la conversion, sur l'interdit alimentaire et l'oralité, etc. Bon. Mais la catastrophe, elle est là, n'est-ce pas? Le déluge, la tour de Babel. Mais le grand autre est là. Et ça soutient, n'est-ce pas? Ça soutient, n'est-ce pas? Mais il y a des moments, là, je traite cette année, le rapport entre le Dieu qui parle, oui, mais le Dieu qui se tait, le silence de Dieu. Voilà. Ce qui est très, très intéressant. Bien sûr, par moments, c'est pas pratiquement clinique. Bon, alors, à partir de là, essayez de voir pourquoi Dieu, parce qu'on pourrait dire, ah, c'est le terrible Dieu de la Bible qui est, bon, Freud a repéré que ça venait d'un dieu volcanique à l'origine, hein, d'un culte des volcans. Enfin, bon, mais c'est passé dans le symbolique, hein, c'est passé dans la parole, n'est-ce pas? Hein. Dieu a créé le monde, mais si ça ne va pas, hein, il se retire. Ben oui, parce qu'on parle toujours de la création. Mais, hein, si je vous crée, mais si vous faites des conneries, stop. Bon, voilà. Donc, du coup, c'est la catastrophe qui remédie. Voilà. On pourrait dire, mais c'est un Dieu méchant, puisque quand même les gens parlaient toutes les langues, c'est bien, la diversité des langues. Oui, mais c'était pour monter, puis après, une fois qu'il parlerait une seule langue, il deviendrait totalitaire, quoi. Donc, il faut la transcendance. On peut ne pas être d'accord, mais il y a un raisonnement là sur l'utilité de la catastrophe. Seulement à la fin de la catastrophe du déluge, vous voyez, il y en a un seul qui l'accepte, parce qu'il faut bien laisser une chance, c'est Noé. Bon. Avec son arche. Et il contemple le déluge. On verra pourquoi c'est d'ailleurs important dans ma conclusion sur ce point. Mais à partir de ce moment-là, comment on sait qu'on est sorti de la catastrophe? Comment? Il n'y a pas de météorologie là, hein, il n'y a pas d'information météorologique. On envoie une colombe, si elle ne revient pas, c'est qu'elle n'a pas pu poser les pattes par terre. Si elle revient, ça va. Mais surtout, l'arc-en-ciel, qui a évidemment fasciné toutes les cultures, mais Dieu dit ça va. Bon, ben, je ne parle pas du tout du point de vue de la croyance religieuse, mais
c'est remarquable. Question, quand on est sorti du Covid, est-ce qu'on avait quelque chose comme un arc-en-ciel? Je ne fais pas de propagande religieuse, vous le devinez, hein? Mais il n'y avait pas version du grand autre. C'est comme ça que je me suis dit, au fond, les gens ont été sonnés après. Alors, bien sûr, fort heureusement, on a le vaccin et la prodigieuse médecine scientifique, oui. Hein? Il vaut mieux survivre sans grand autre que... Voilà. Oui, mais vous voyez, il y a cette intuition dans la Bible que la psychanalyse médite. Hein. J'avoue que la formule de Freud comme quoi, qui dit à Pfister, pourquoi a-t-il fallu que ça soit un juif, tout à fait athée, souligne, qui invente la psychanalyse, mais ça n'a rien à voir avec l'identité. Lui, il voulait que ça soit scientifique. C'est la grande crainte de Freud pour l'avenir de la psychanalyse, parce que c'est la question de l'avenir, à la MSH, c'est qu'on dit que c'est une science juive. Il y a une lettre dans laquelle il dit, vous savez, comme il y a beaucoup de juifs dans la première génération, il voulait, pour lui, c'est la science, c'est surtout pas le mélange avec le religieux. Hein. Mais il me semble que la question du symbolique est là. Voilà. Et du coup, on a vraiment très envie de faire un déploiement de la fameuse trilogie lacanienne, n'est-ce pas? On est face au réel, incontournable. Hein. Donc, ce réel incontournable-là, il n'est pas symbolisable. Je me rappelle, il y a un patient qui m'avait dit, mais quand je suis sorti, quand je sortais de temps en temps, je voyais ces pavés vides et il avait un sentiment du réel, unheimlich, enfin. Hein, voilà. Hein. Et après, d'ailleurs, quand ça arrive, on avait un peu moins le sens de l'orientation, parce qu'il n'y avait pas, le tracé, hein, le tracé imaginaire qui fait que on n'avait plus le circuit de la réalité. Voilà. Hein. Mais voilà, d'une certaine manière, au fond, quand Lacan crée la notion de symbolique, d'une certaine façon, il arrive de dire aussi que c'est un semblant, hein, mais c'est quelque chose qui fait tenir tenir le sujet. Bon. Alors, la question que je pose à débattre dans le cadre de votre séminaire, hein, c'est ça, c'est qu'est-ce que le contemporain a fait à la catastrophe. Voilà. J'en ai donné évidemment quelques éléments, mais au fond, bien sûr, ça renvoie à la question du statut du grand autre. Les lieux communs sur Zafiropoulos, on a beaucoup parlé, sur le déclin du père. Bien sûr qu'il y a une crise des idéaux familiaux. Hein, mais les gens qui sont complètement perdus, est-ce que vous croyez qu'ils ne sont pas sous l'effet du complexe paternel? Plus que jamais. Simplement, c'est une version, non pas où il n'y a plus de père, mais le moment où il y a quelque chose qui dysymbolise. Bon. Et d'une certaine manière, l'éthique de l'analyse, c'est quand même d'une certaine manière, non pas de croire au grand autre. On n'a pas le grand autre consistant des croyants, hein. Ce n'est pas du tout notre propos. Mais effectivement, on voit bien que le sujet a besoin de ce grand autre comme structure. Bon. Alors du coup, ça serait très intéressant, c'est là où le terme psychanalyse à la catastrophe prend tout son terme, quoi. C'est pas tout son sens. Voilà. Ce que je voudrais dire encore, c'est que Freud a eu le sens extrême de la catastrophe collective quand? Au moment de la Première Guerre mondiale. On ne mesure pas assez à quel point la Première Guerre mondiale, la Seconde a été encore plus atroce, mais la Première Guerre mondiale, c'était un moment déterminant de la conscience européenne. Mais on l'a soulevé, la crise de l'Europe. Oui. Je vous cite une lettre extraordinaire qu'il écrit à Lou Andrea Salomé en novembre 1914, c'est-à-dire au moment où les hostilités commencent. Il est très démoralisé par ce qui se passe, hein, bien sûr, mais je ne doute pas que l'humanité se remettra aussi de cette guerre-ci. Ben oui, une guerre, de guerre lasse, même la pire, elle finit par finir. Bon. Mais je sais avec certitude que moi et mes contemporains ne verrons plus le monde sous un jour heureux. Ouais. Il est trop laid.
il parle très, c'est pas dans un texte publié, hein, il est trop laid. Le plus triste dans tout cela, c'est qu'il est exactement tel que nous aurions dû nous représenter les hommes de leur comportement d'après les expectatives éveillées par la psychanalyse. Hein. Mais oui, mais c'est le plein emploi de la pulsion de mort. Bon, voilà, c'est ça. Mais ça fait mal. C'est pas parce que ça confirme la psychanalyse que c'est pas. C'est à cause de cette position à l'égard des hommes que je n'ai pas pu me mettre à l'unisson de votre bienheureux optimisme, parce que nous, Salomé, c'était le narcissisme, c'est positif et tout ça. Et voilà le passage décisif. J'avais conclu dans le secret de mon âme que puisque nous, il se confie à nous, Salomé, que puisque nous voyons la culture la plus haute de notre temps, parce que Freud, c'est terrible, il était européocentriste. Pour lui, il n'y avait pas photo, hein. C'est-à-dire, il s'intéressait, il respectait les cultures, mais la culture était européenne. Bon, ça embêterait certains, mais enfin, c'est comme ça. Voilà. Puisque nous voyons la culture la plus haute de notre temps si affreusement entachée d'hypocrisie. Elle est hypocrite, mais on n'a rien de mieux. Si elle, voilà la catastrophe collective pour Freud, hein, c'est qu'organiquement, nous n'étions pas faits pour cette culture. Il ne nous reste qu'à nous retirer, et le grand inconnu que cache le destin reprendra des expériences culturelles du même genre avec une nouvelle race. Il ne peut pas dire Dieu, hein. Il n'y croit pas. Mais l'inconnu, il faut refaire sa copie. Voilà. Donc, pour moi, ça, on peut dire c'est du pessimisme. Je ne sais pas, je n'ai jamais pensé qu'il y avait un pessimisme, la psychanalyse. Hein. Quand il introduit la pulsion de mort, tout le monde a cru que c'était pessimiste, à commencer par Pfister. Parce qu'il n'est pas religieux, mais il aime bien les hommes de religion. Pfister a l'impression que c'est pessimiste. Quoi. Vous nous donnez quand même de trop pessimiste. Il dit, mais ce n'est pas moi qui suis pessimiste. Hein. C'est ceux qui sont optimistes et qui, quand ils voient les effets, n'est-ce pas, deviennent très, très pessimistes. Hein. Enfin, ils sont d'un optimisme béat, c'est cela. Mais la pulsion de mort est ce qui nous rapproche le plus du mystérieux réel existant hors de nous. C'est capital, ça. Voilà. Il a parlé d'un pessimisme grec. Oui. Oui, tout à fait. Mais il ne fait pas partie du courant qu'on appelait culture-pessimisme. Hein, voilà. Ou le déclin de l'Occident au sens de Spengler. Oui, mais c'est très intéressant. Les déclinistes actuels, compris ceux qui défendent l'Europe, ils enfourchent de nouveau le cheval du déclinisme. La position de Freud est incroyablement. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'effet sur le politique. Il y a autre chose qui nous intéresse, mais vraiment, il y a une manière de penser les choses de telle sorte qu'on voit ce qui se joue là. Hein. Voilà. Alors, voilà, ça c'est terminé. Mais regardez, là, où est-ce qu'il s'est faufilé le nazisme? Là, dans la brèche de la culture. Ils ont introduit une néo-barbarie, hein, originale. Hein, et Hitler, c'est une machine à produire la pulsion de mort très, très efficace, mais parce qu'il y a le trou dans la culture. Il me semble quand même qu'il y a des trucs qui ressemblent. Bon, je ne vais pas faire un éditorial, bon. Mais quand même, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la barbarie, quoi, mais pas barbarie comme insulte. Ah, ces gens-là, c'est des barbares, au sens propre, où c'est une blessure de la culture. Voilà. Alors, bien sûr, vous imaginez les discours, mais oui, pour qui vous prenez pour... Oui, vous rassure-toi. Oui, oui. Alors, je vais conclure. Et je vais conclure justement avec une phrase de Proust. Proust, dans sa jeunesse, n'est-ce pas, c'est dans Les plaisirs et les jours, hein, voilà ce qu'il dit. Il fait part du déluge, donc je finis par le déluge comme j'avais commencé. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche. Il va fort, hein? Comment? Il était noyé. Ouais. Je compris alors que jamais Noé ne put si bien voir le monde que de l'arche, malgré qu'elle fût close, malgré qu'il fût confiné. Les confinés du Covid n'ont pas tout à fait. Mais bien sûr qu'il y avait des gens qui étaient très contents. Il y avait des obsessionnels qui travaillent tout le temps qui étaient très contents. Oui, mais enfin, bon. Malgré qu'elle fût close et qu'il fût nuit sur la terre. Je trouve ça, cette formule extraordinaire. Voilà.
Ce qui veut dire, évidemment, c'est une allégorie, mais ce qui veut dire, c'est effectivement la catastrophe ouvre les yeux. Mais ça dépend. Ça dépend. Il y a ceux qui se réendorment, qui sont quand même la majorité compacte, on parle Freud. Et puis, il y a ceux qui... bon, alors... autrefois, on avait des prophètes qui disaient attention à la catastrophe. Là, c'est un peu plus problématique. Mais vous voyez, c'est là où sans doute la question de la condition contemporaine intervient. Alors là où je terminerai, c'est avec Proust, mais aussi avec Lacan, parce que c'est le sens de mon titre, n'est-ce pas, la fameuse subjectivité de l'époque. Quand Lacan, en rapport avec le discours de Rome, il dit qu'il renonce à l'acte analytique. Hein, il renonce à l'acte analytique. Hein, celui qui ne peut pas être à rejoindre à son horizon la subjectivité de l'époque. On ne sait pas si c'est l'horizon de l'analyste ou la ligne d'horizon. J'avais même tenté d'en faire une lecture topologique, là, n'est-ce pas? Voilà. Et ça, c'est... Qu'est-ce que ça peut vouloir dire hein, En tout cas, ce n'est pas l'air du temps. Vous voyez, c'est pour ça que la clinique méditerranéenne, on a enfin un collectif sur le nouveau, et c'est ce que j'ai opposé l'air du temps avec tous les gadgets, quoi. Enfin, là, je deviens polémique, mais regardez, pervers narcissique, c'est un pléonasme. Résilience, c'est vraiment le meilleur moyen d'imaginariser le réel, mais c'est sympathique. Mais il aurait mieux valu que ça reste dans la physique des matériaux, hein, passer là, hein, comme tu sais. Hein, voilà. Donc, c'est bon, alors ça devient évidemment une charge, mais et je crois que là, il y a quelque chose où l'esprit freudien doit résister. Quoi. Voilà. Et de ce point de vue-là, la catastrophe ne nous fait pas peur. Dans le champ des partisans, il y a l'idée que l'éclat de la mort n'aveugle pas les partisans. Voilà. Alors, c'est ça qui fait que, n'est-ce pas, c'est être à la hauteur du réel, hein, tant au plan du sujet hein, qu'au plan des cultures. Voilà ce que je voulais dire. Alors, naturellement, inutile de dire qu'il y aurait beaucoup à dire au plan clinique euh, pour voir effectivement comment le sujet sert de cette catastrophe pour se plaindre. Euh, mais on ne mise pas sur la jérémiade, quoi. Ce qui pose la question de la victimologie, etc. Des victimes, il y en a, c'est sûr. Hein, mais il y a la victimologie souvent en dehors. Bon, nous, on a cette idée-là. C'est là où on a une position ferme. Bon, maintenant, la clinique, c'est tellement complexe qu'il faut être modeste, mais mettre le cap là-dessus, ça me paraît essentiel. Et du coup, évidemment, je pense que votre travail sur le contemporain pourrait méditer sur la catastrophe. C'est ce que j'essaie de montrer. Voilà. Merci. Merci Paul Laurent. Ben, écoute, c'est comme toujours très rebordatif. Je laisse peut-être Tout de suite? Non, non. Enfin bon, je veux bien dire. Bon, c'est tout à fait... on écoute Paul Laurent comme un conteur. Un conteur du réel. Un conteur avec un N. Oui, c'est tout à fait formidable. Alors, il y a beaucoup de choses. Moi, je suis très, très intéressée, mais ça va de soi, par la façon dont tu te sers de la notion du Nachreglage, kite, c'est-à-dire... voilà, c'est-à-dire le substantif et non pas absolument, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu dis, mais absolument. Et alors, du coup, ça nous donne cette substantif qui n'existe pas, évidemment, en français, cette sorte d'après-coup-teté. Ça n'existe pas, ça sonne comme catastrophe d'ailleurs, l'après-coup-teté. C'est très important la façon dont tu le distingues. Évidemment, tu le prends de Freud, mais la façon dont tu l'utilises et le distingues avant, en somme, c'est pas encore ça. Après, c'est déjà plus ça.
Et le processus, c'est dans l'intervalle de ce qui se passe. Tu le décris formidablement. C'est inédit dans la théorie de la catastrophe. Ah ben oui, ça n'est pas repris généralement. Ça n'est pas repris comme ça n'est pas repris du tout avec cette notion tel que tu l'as fait dans ton parcours. Oui, bien sûr. Donc, je crois ça très important. Et donc, c'est un livre vraiment qui est une somme qui, à mon avis, fera date. Et bien entendu, comme je te le disais tout à l'heure, elle sera présentée et dans notre revue Figures de la psychanalyse. Sur les autres points, un tout petit point de ce que tu évoquais avec la spéculation phylogénétique de Freud. Tu dis, on ne spécule plus comme ça, et c'est vrai. Et il n'y a pas notamment chez Lacan cette sorte-là de spéculation. Oui, mais il y en a une autre. Alors, je ne sais pas si on peut l'appeler phylogénétique. Non, je suis même sûre que non. On pourrait presque, peut-être, en tout cas, c'est ce qu'il présente comme une fiction, ou bien comme une topologie. C'est-à-dire, on pourrait l'appeler une spéculation topologique, puisque, par exemple, il l'appelle comme ça dans ce qu'il appelle l'origine topologique du langage. Alors, chez lui, il y a cette spéculation sur une origine possible du langage, alors sous forme de fiction, puisque bien entendu, il ne revient pas sur l'interdit de spéculer ou de définir une origine du langage, c'était clos désormais, et il ne revient pas sur cet interdit, mais il le manie quand même comme une fiction qui permet de fixer un réel. Et la façon dont cette fiction permet de fixer un réel, c'est quand même une spéculation qui va peut-être encore beaucoup plus loin que je veux dire, dans l'espace et dans le temps, que celle de Freud, puisqu'elle définit l'origine du langage dans le défaut du rapport sexuel. Il parle même du transindividuel à un certain moment. Ah ben, quand on prend les choses à ce niveau-là, c'est forcément transindividuel. Ouais. Enfin, il a évidemment. Au début, dans les années 50. Oui, bien sûr. Tandis que ça, cette fiction-là, évidemment, tu le sais, elle est tardive. Elle commence à partir des années 70. 71, c'est la grande année sur la fiction de l'origine du langage, ou l'origine topologique du langage. Et puis, ça se poursuit toutes les années plus tard. Un point d'accord profond avec ce que tu disais tout à l'heure, c'est un point clinique. Tu disais, mais de quoi ils se mêlent, les analystes qui prétendent savoir s'il faut que leurs patients se séparent ou pas? C'est un point d'éthique essentiel, absolument essentiel. C'est exactement dans ces termes que Lacan parlait, c'est exactement dans ces termes qu'on peut le voir. Freud n'était pas si clair pour ça. Il y a des... Absolument, vraiment, je suis bien d'accord. Il gérait la carrière conjugale. Je suis bien d'accord, c'est pour ça que je le dis. C'est pour ça que je dis bien que c'est Lacan qui se prononçait comme ça. De façon presque autoritaire. Absolument. Et c'est comme ça d'ailleurs que font maintenant certains lacaniens, comme ça, en s'imaginant que... Alors que chez Lacan, en effet, on ne trouve pas du tout ça. Lui-même était très soucieux de faire un mariage. Pendant 4 ans, il a fait des leçons à sa fiancée. Et au fond, voilà, au moins, elle savait à quoi s'en tenir. Ouais. Non, mais c'est très important parce que il ne faut pas que ça soit des conseils. Il faut que ça, bien sûr, il faut que ça jaillisse de ce que le patient a dit et des lignes de tension entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Hein? C'est ça la question. Hein? C'est que je veux dire par là qu'à un certain moment, il est évident, la décision est évidente. À ce moment-là, il doit prendre position par rapport à son refus et non pas se plaindre. Bon, voilà. Donc, Alain ? Quelques mots, bon, comme toujours, alors, attends, la caméra pour... Voilà, comme toujours, Paul Laurent, c'était effectivement passionnant et très riche, avec beaucoup d'idées très intéressantes. Il y aurait plein de choses qu'on pourrait, non pas discuter, mais en tout cas
quoi on pourrait donner écho. Je pensais quand même à cette question du rapport de la catastrophe, ce que tu as introduit tout de suite sur le Notwendigkeit, c'est-à-dire sur l'après-coup, qui est devenu un substantif en français. Ça, c'est un effet. Chez les analystes. Chez les analystes, mais du coup, non, ça c'est. Oui, non, ça. on dit, dans l'après-coup, j'ai pensé que. Oui, mais dans l'après-coup et substantiver l'après-coup, c'est. Oui. Ah, si tu dis dans l'après-coup, c'est ainsi. L'apostrophe après Mais coup. c'est une locution, bon, enfin. Oui, Oui, mais c'est quand même un mot, on peut le dire, on peut le transformer. Ça a imprégné la langue. Ah ben oui, c'est fini, c'est fait. Non, mais je pensais à ça, ce que tu disais sur la question du temps, à propos de... J'ai pensé à Winnicott. Alors, chez Winnicott, il y a cette idée, effectivement, dans ce premier lâchage, ce premier trauma dont parle Freud, dans une émission Symptômes angoisse, qui est ce temps de perte de la mère, effectivement, ce temps d'absence. Le point d'énigme pour Winnicott, la question, c'est pourquoi, jusqu'au point T, ça ne te fait pas trauma, et pourquoi au temps T plus 1, il y a une bascule. Et cette question, je pensais sur ce circuit de la catastrophe, le rapport, c'est une question que tu feras entre la catastrophe et ce que Winnicott appelle l'effondrement. C'est quand même une question, je suppose que Et l'agonie primitive. Et l'agonie primitive, effectivement, Bien sûr, je mentionne. Très important. Le, le deuxième point, parce que tu as cité Benjamin, chez Benjamin, la catastrophe est, alors elle est pas rétroactive, elle est attendue, puisque ça va dans le sens ambivalent de la catastrophe, puisque c'est l'idée messianique qu'en un instant, le Jetztzeit, toute l'histoire va se récapituler. Et voilà, donc c'est autour de ces logiques du temps, de ces paradigmes de la catastrophe et de l'éducation, de la lecture du rapport très particulier que Freud avait à l'histoire, alors qui n'est pas directement hegelien, mais c'est von Ranke, c'est Droysen, c'est-à-dire ce qu'il a étudié au gymnasium, même s'il ne les cite pas, qui est un rapport très spécifique à la question de l'histoire. Peut-être tu peux en dire un mot si tu... Le troisième point, alors c'est la question que je te pose, ce que tu dis, il y a plus grand autre. Je ne sais pas s'il y a plus de grand autre. Est-ce que tu serais d'accord que c'est plus du grand autre qu'automatiquement ou que spontanément on se repère? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Voilà. Et d'autre J'ai part... pas dit ça, au contraire. Non, parce que tu dis ça, il n'y a pas d'autre tout à l'heure. Oui. Non, voilà. Voilà. Comment? C'est un autre structural. Consistant comme celui de la religion. Voilà. Mais il se crée des religions tout le temps. Ça, je pense qu'on n'est pas sorti du religieux. Au contraire, ça prolifère. Complotisme, c'est de la religion. Ça n'a pas la puissance de ce que Paul Laurent évoquait. Mais c'est un désastre symbolique. Voilà. Mais je pensais en particulier puisque tu as cité de l'humour tout à l'heure sur la question de la peste, c'est vrai que l'Église il y avait grand autre, ça pouvait être considéré comme la punition de Dieu, mais il n'empêche que l'Église a dû trouver, puisque ça suffisait pas pour fabriquer du sens, elle a dû trouver des causes de la peste. Et tu sais qu'à la fin du XVIIIe siècle, Delumeau le raconte, les trois causes, c'est quand même pas mal, c'était les Mahométans, les Juifs et les femmes. Et on a commencé à les liquider un peu globalement. Ça explique tout, quoi. Voilà, ça expliquait tout. Donc, tu vois, certes, il y a de l'autre pour les théologiens, mais pour le Wilhelm Pecus, il faut que toujours... Enfin, moi, je suis très frappé par cette petite phrase qu'on oublie toujours quand on parle quand on lit Mason Psychologie, c'est qu'il y a un additif, toi qui connais Freud par cœur, mais je voudrais le rappeler, il y a un additif à Mason Psychologie dans le malaise, dans la civilisation, où Freud dit non seulement, certes, il faut l'idéal du moi et l'identification entre les sujets du groupe comme autant de moi idéaux, mais il faut en plus, dans la constitution d'un groupe, ça on devrait s'en souvenir, un certain nombre d'humains extérieurs au groupe, il faut réserver un certain nombre d'humains extérieurs au groupe à qui est réservée l'agressivité, et même la haine, dit Freud. Sans cela, il n'y a pas de groupe. Donc, l'utilité, là, dans le cas de la peste noire, des Mahométans, des Juifs et des femmes, c'était tout à fait efficace. Une condition paranoïaque. Voilà. Alors, c'est vrai que le problème, c'est qu'on voit bien comment
si on se repère aujourd'hui de l'objet, tu l'as dit à la fin, hein, de façon très très claire, il n'en demeure pas moins. Et c'est vrai que la Première Guerre mondiale est un virage, hein. Benjamin dit c'est la première guerre de matériel, et il annonce d'ailleurs, il dit une chose assez formidable, il dit à partir de cette guerre-là, la victoire ne sera plus la victoire du nombre de morts militaires, mais ce sera en termes de record, il parle du sport, le nombre de morts civiles. Mhm. C'est ce qu'on voit partout, hein. C'est-à-dire, parce que à partir de la guerre de matériel, le corps humain change de statut. C'est la théorie Mais de on fait Benjamin. le parallèle entre la guerre de tranchées et puis ce qui se passe en Voilà, Ukraine, hein. voilà, voilà. Donc ça, c'est un Voilà, front qui se tout à stabilise. fait, tout à fait. Donc c'est pour ça que je pensais Mm. plutôt la question d'une Mm. tentative constante de reconstruire ces figures Mm. transcendantes ou Mm. cette figure du grand autre. On voit ça tout le temps. On a vu ça pendant le Covid. On voit ça. Mm. Les théories complétistes sont des embryons de fabriques de sens qui ont proto-religieuses, enfin, tu vois, qui n'ont aucune pertinence. Je sais pas ce que tu veux, mais et on a effectivement, pas sous la forme que Lacan imaginait, mais un retour du religieux de façon absolument dispersée. Lui pensait que c'était le retour de l'Église catholique et romaine. Bon, Mm. la pédophilie étant passée par là, ça se disperse, mais c'est vrai qu'on a quand même Ouais. une passion religieuse avec un affichage des signes, des débats sur les signes religieux n'aurait eu aucun sens il y a 40 ans, Mm. tu vois. Oui, mais c'est là où, face à la catastrophe, il y a la solution religieuse ou la solution scientifique. Bon, voilà. Parce que là, il faut avoir réponse à tout. C'est ça l'idée de la religion, hein. Elle propose du sens. Voilà. Partout où il y a du sens, le prêtre pullule, dit Lacan. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a un triomphe de la religion pour lui. Ou en termes plus trivial, qu'elle est increvable. Voilà. Mais c'est pour ça que si elle est une illusion, c'est ça qui désespère Freud à la fin d'une illusion, hein. C'est que lui, il veut qu'on essaie quelque chose d'autre quand même. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le texte a deux ou trois conclusions parce qu'il se dit, mais c'est quand même pas possible. Essayez, je vous assure que, bon, mais il y a une faiblesse fondamentale par rapport à la religion, ou alors on crée des idéologies totalitaires, hein, voilà, mais il faut donner du sens. Tandis que nous, on est bizarre, du moins en tant qu'analyste, parce qu'on peut très bien se comporter autrement dans la vie. Mais on ne cherche pas du sens, quoique les patients en veulent. Oui, oui. Ils pensent même qu'on va leur apporter le sens inconscient. Mais ce n'est pas ça. Et ce qui arrive, c'est pour ça que Lacan tire à boulet rouge sur le sens et le remplace par le signifiant. Oui, oui, Voilà. tout à fait. On a le signifiant, on a le réel. Et moi, ce qui m'intéresse chez Freud, c'est cette passion du réel, ce désir de réel. Ce qui est bizarre, parce que le désir, tout va toujours dans l'illusion. Bon. C'est chez Freud, hein. Chez Freud. Chez Freud. Et Lacan aussi, bien sûr. Bien sûr. Oui, Vas-y, si tu veux intervenir. oui, mais c'est Freud qui a fondé. C'est Freud qui a décidé. Je- Non, évidemment. Évidemment. Alors là, il a fallu faire l'exposé, et puis l'exposé classique, quoi. Bah, ouais. C'est pour ça que lui, il veut pas de la réalité psychique, hein. Il veut pas de la dualité. Il a attaqué Freud au départ très, très explicitement là-dessus. Donc, il lui en faut trois, hein. Bon, mais c'est le fait de, comment dire, le sens, ça nous fait plaisir, le sens, hein. Voilà, donc, faut pas grand-chose pour qu'on revienne. D'ailleurs, on va prendre un exemple dérisoire, quand on est vraiment très embêté, on dit, mais mon Dieu, il y a des gens qui vraiment croient absolument pas en Dieu, mais c'est le meilleur remède collectif à la détresse, Hilflosigkeit, c'est-à-dire que. Mais ce que Freud dit quand on a fait une édition critique de l'avenir des illusions, il dit que c'est plus que Hilflosigkeit, c'est-à-dire l'absence d'aide, c'est Hilfsbedürftigkeit, c'est-à-dire que le mensonge des religieux, enfin l'opération des religieux, c'est qu'ils veulent convaincre non pas qu'on est dans la détresse, les athées aussi, mais qu'ils ont besoin d'eux. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur, hein, Jean-Paul II. Hein, c'est à partir de ce moment-là, quelqu'un m'avait dit, ça me fait peur, moi, quelqu'un qui me dit, n'ayez pas peur.
Voilà, c'est à partir de là, il bloque la détresse voilà, sur le remède. Hein. Vous pouvez pas reconnaître que vous êtes en détresse sans prendre la potion qu'on vous propose. Hein. Voilà. Je pourrais ajouter une petite nuance sur cette question du sens. À la fois, bien sûr, je suis d'accord avec ce qui est dit, qu'il y a eu un grand mouvement chez Lacan pour aller, alors je ne dirais pas contre le sens, parce que il y revient à la fin, au sens. Il y revient sous une forme particulière. À chaque étape, la façon dont il est allé contre le sens, il y a eu plusieurs étapes, puisqu'au départ, il l'a distingué de la signification, mais ensuite, et c'était facile, la signification, c'est l'imaginaire, c'est simple, on se repérait facilement. Le signe aussi. Et le signe également d'une autre manière. Ensuite, ça a été la façon de distinguer le sens dans le mot d'esprit, c'est-à-dire dans le symbolique, non plus dans la signification, non plus dans l'imaginaire, dans le symbolique. Oui, sauf qu'à la fin, il a redéfini la visée de la psychanalyse comme ce qui vise au sens, non pas imaginaire, ça va de soi, non pas symbolique, ça va de soi, mais réel. C'est une redéfinition du sens comme sens réel. Mais évidemment que ce n'est pas le même, mais c'est quand même une forme de sens. C'est juste ça que je veux souligner. Et c'est le sens qu'on attrape par la topologie, celui-là. Et Freud parle du sens des symptômes. Hein. Voilà. Oui, oui, bien entendu. Et qui recouvre les trois formes de sens, d'ailleurs, à ce moment-là. Non, à la fois. Lacan, c'est l'herméneutique, qui est une obscénité universitaire. Oui. C'est méchant. Mais oui, mais trouver le sens. Et d'ailleurs, on a une tendance, moi que je trouve utile, mais qui est différente de l'approche analytique quand on est dans l'université, hein, qui est on adore les textes. Bon, on a la religion des textes. Même on a la religion du texte de Freud quand même. C'est-à-dire, quand on s'accroche au texte, on ne voit pas comment on ne génère pas du sens. Voilà. Mais ce n'est pas la même chose du tout d'écrire un livre et puis d'écouter le patient. Là, on se délocalise. Moi, je trouve ça passionnant, hein, parce que quand dans la même journée, on est dans un colloque et qu'on écoute les patients, on change de scène. Voilà. Mais c'est certain que chacun pourrait confesser le rapport qu'on a au sens. Moi, quand je fais dans la supervision, j'ai cru comprendre que certains lacaniens ne disent pas un mot sur les cas, mais sur la position transférentielle. Ben non, moi, les cas, je m'en nourris et j'ai envie d'aider. Et là, est-ce que est-ce que tout simplement l'interprétation n'est pas, sans être herméneutique, renvoie ça apaise quand on comprend quelque chose, notre symptôme, ça nous apaise. C'est très, très vaste comme Oui, 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 Pour bien sûr. l'aborder de façon juste, il faut être vraiment très complet. Non, mais pendant 10 ans, dans l'épicentre de la catastrophe, comme on dit pour les séismes, il n'y a plus de sens. Hein. Voilà. Oui, tout à fait d'accord. Il y a une histoire qui me plaît. Viens, Marianne. Oui. Il y a une histoire qui me plaît beaucoup et qui concerne Mitterrand. Mitterrand, comme tout le monde le sait maintenant, avait une maîtresse, charmante femme, charmante femme, et malgré tout, elle était lassée de cette vie d'être en arrière. Et elle avait vraiment décidé de rompre. Et devant cette décision qu'elle prend, que fait Mitterrand? Il prend un avion, il part seul, il va à Calcutta, dans l'endroit le plus pauvre du monde, et à partir de là, il va récupérer, à partir de cette catastrophe de catastrophe, il va récupérer sa Anne. Alors, non, elle est à Paris, c'est lui qui seul va partir. Quelle était la stratégie? Ben, la stratégie, c'est un petit peu par rapport à cet homme que tu dis qui va récupérer sa femme parce qu'il va avoir le Covid. Là, à la limite, c'est son corps qui agit. Tandis que là, Mitterrand, il a compris la structure de la catastrophe. Il est allé la chercher d'une certaine manière dans la réalité. Tu vois? Hein? Donc, on peut la choisir, quoi. On aurait beaucoup de choses à se dire. Parce que ce que tu as amené
a ouvert plein de questions. Je vais quand même, j'ai tout de suite passé la parole à Gisèle parce que on tient le temps. Oui, il faudrait tourner le truc, je suppose. Parce que moi aussi, j'ai besoin de voir l'écran pour pouvoir parler. Oui, oui, c'est bon. C'est orienté comme il faut, là? Oui, c'est bon, voilà. Bien, alors, pour ma part, donc, après ce thème qui pourrait effectivement, vraiment de nombreuses choses à faire sur ce thème en psychanalyse qui n'a jamais été de façon comme ça systématique et ambitieuse traité. Et donc, je trouve que c'est très important. Donc, moi, je vais reprendre le thème je vais reprendre quelque chose qui s'articule avec le thème que nous avons traité l'année dernière, à savoir l'inconscience et la politique ou l'inconscient comme politique. Avec des éléments supplémentaires qui est orienté déjà un petit peu sur ce que je vais traiter aujourd'hui. Aux journées d'espace, donc repenser la psychanalyse. Alors, cette question d'inconscient comme politique, qui est en fait, contrairement à ce qu'on pense, très peu encore explorée, notamment avec les éléments lacaniens, non pas définitifs, il n'y en a pas de définitifs, mais les derniers éléments lacaniens. Elle est encore très peu exposée, explorée, et évidemment, elle fait énormément partie des enjeux contemporains. Elle en fait partie dans la mesure où on voit affleurer, et notamment depuis les mouvements féministes et gender, on a vu affleurer dans l'espace social en quoi l'inconscience était la politique. Reprenons-le de façon plus claire, en quoi, au travers de ce que la psychanalyse traitait, par exemple, notamment du rapport de l'homme et de la femme, on était au cœur de cette articulation de l'inconscient et de la politique. C'est donc une question qui est très difficile à traiter de façon juste parce qu'elle a été, pour des tas de raisons, mais entre autres parce qu'elle a été traitée d'une manière qui s'est entendue haut et fort dans les dernières années, et qui s'est traitée, je dirais, de manière efficace, en somme, dans les discours publics, d'une manière très efficace, quant aux résultats politiques qui en ont surgi. Ça, c'est une certaine forme d'efficacité qu'on peut constater. Et donc, il est maintenant pour nous à la fois plus intéressant, peut-être, et plus difficile de le traiter de façon juste après la manière dont l'ont traité tous les discours féministes, gender et woke. Notamment à cause de ceci, qu'ils en ont traité en considérant que la causalité, par exemple, si je reprends le thème du rapport de l'homme et de la femme, des rapports de sexe, en considérant que la causalité politique était la seule. Ils l'ont traité comme si c'était uniquement politique, cette question. Alors qu'on le sait bien, et c'est notamment par opposition à la psychanalyse en tout cas, jusqu'à Lacan ou jusqu'à ceux qui commencent à s'entendre de Lacan, elle avait fait l'inverse, c'est-à-dire de le traiter à l'exclusion de la politique, en excluant la politique. Alors, on a donc en quelque sorte, cette double modalité, cette double possibilité qui a existé jusqu'à présent en somme, la psychanalyse qui exclut la politique et les discours woke qui ne traitent que de la politique pour traiter le même thème. Eh bien, ce sur quoi je vais mettre l'accent ce soir, et je vais aller assez vite, c'est que l'élaboration lacanienne, elle, non seulement, bien sûr, ne s'en tiendra pas à ce qui consiste à, ça va de soi, ne considérer cette causalité que comme politique, mais non plus d'exclure la causalité politique de ce qu'il traite au cœur même de l'inconscient.
et ça c'est une démarche évidemment radicalement nouvelle, c'est un point qui m'intéresse particulièrement dans la façon dont il le traite. L'élaboration lacanienne qui a ouvert la voie avec cette phrase, du moins qui résume une certaine position, cette phrase « l'inconscience et la politique », indiquait que, au fond, l'inconscient chiffre autant pour le sujet que pour le politique, et, comme il avait commencé à l'élaborer jusque-là, que l'économie subjective relève des mêmes objets ou des mêmes concepts à un certain niveau que l'économie politique, notamment avec les plus de jouir comme équivalent des plus-values. Cette réflexion qui a été entamée à Espace donc l'année dernière, va sortir dans le numéro 45 de Figure, qui sortira au printemps, où avec on a déjà une première, je pense qu'il y en aura d'autres, mais on a déjà un premier recueil de textes fort intéressant qui ouvre ce débat. Si bien entendu on peut repérer, et ces textes repèrent la valeur ou la valence politique de l'inconscient dans bien des champs, dans de multiples champs, il y en a un sur lequel je vais poursuivre ce soir, où elle est particulièrement intéressée et, comme je l'évoquais tout à l'heure avec Paul Laurent, de manière presque originelle, puisque, en quelque sorte, langage et rapport sexuel et défaut du rapport sexuel seraient liés pour Lacan de manière originelle, et donc par là, la politique, ça va de soi. Ce qui constitue l'homme et la femme dans le langage, très schématiquement, on peut distinguer une part d'équivalence, je le distinguerai sous cette forme ce soir, une part où ils sont équivalents, cela va de soi, en partie, cela va de soi aussi, non pas selon le phallus, je dirais, mais selon le phallique, la jouissance phallique, qui est à la fois celle de la parole et celle de l'organe sexuel, et celle de l'orgasme sexuel. Cette part d'équivalence universelle est celle qui a été longtemps mise de côté par les sociétés, les mythologies, les politiques, les religions, pendant très très longtemps, et comme vous le savez, elle l'a été beaucoup moins depuis le siècle dernier, puisqu'à partir du siècle dernier, il s'est produit ce qu'on a appelé la libération des femmes, qui a consisté dans une libération de leur jouissance phallique, ce qui a permis aux femmes d'accéder aux côtés des hommes dans les discours et dans toutes les réalisations de la jouissance phallique, c'est-à-dire de celle de la parole et des discours. Cette part d'équivalence sur laquelle je ne m'arrête pas, bien sûr, je m'y suis arrêtée longuement, c'est celle qui a été remise à sa place par Lacan. Après, je dirais qu'il est rectifié l'erreur, ce qu'il a appelé l'erreur commune, c'est-à-dire celle qui ne voit pas que le signifiant, je cite, celle qui ne voit pas que le signifiant, c'est la jouissance et que le phallus n'en est que le signifié. Il rectifiait ainsi les discours qui ont si longtemps pris le phallus comme organe pour un signifiant et qui l'ont ainsi attribué au masculin au nom du père, alors que lorsqu'il reprend en dernier lieu cette équivalence, Lacan le fait pour souligner que la jouissance phallique, non plus l'organe mais la jouissance, y compris la jouissance organique, elle est la même dans les deux sexes. Et il va même, je l'ai souligné déjà, jusqu'à montrer que cette élaboration chez la femme, cette élaboration est la même telle qu'elle est produite par la jouissance phallique, cette élaboration est la même sur le bord, l'autre bord, ce qu'il appelle l'autre bord là, de l'inconscient. Elle est la même, il disait à ce moment-là dans cette citation, à la condition qu'elle ne s'éblouisse pas d'une nature antiphallique dont il n'y a pas de trace dans l'inconscient. Vous trouvez ça bien sûr dans les dernières phrases du séminaire dissolution. Alors, néanmoins, l'incidence politique de l'inconscient est grande également dans une autre réflexion qui m'intéresse à l'heure actuelle beaucoup, qui est celle
là non plus, je ne m'y arrêterai pas, je la mentionne simplement, qui est celle de l'abord distinct des femmes et des hommes, de l'apport distinct, pardon, des femmes et des hommes au langage. C'est un propos qui est à peine esquissé par Lacan et qui, lui aussi, est lourd de conséquences politiques. On peut d'ailleurs souligner que ce sont des réflexions qui résonnent en cette journée de la femme, on devrait dire des femmes d'ailleurs, marquée qu'elle est d'une façon spéciale aujourd'hui en France par un événement qui a été pour beaucoup porteur de soulagement, il voit se construire une sorte de garde-fou contre des forces qui revendiquent, pourrait-on dire, leur mode de jouissance révolu, c'est-à-dire c'est plus de jouir, justement, qui, dans les lois sexuelles, ont substitué à la jouissance sexuelle la disposition du corps de l'autre. Ce sont ces plus de jouir-là qui sont en passe d'être révolus et qui sont évidemment revendiqués. Face à ces enjeux répétés, on a grand besoin en psychanalyse comme ailleurs d'une réflexion nouvelle, solide, et j'ai fait remarquer donc qu'elle en passe d'abord, nécessairement, me semble-t-il, par une utilisation véritable des concepts lacaniens qui ont été jusqu'ici encore laissés en plan. Certains, d'ailleurs, à cela, nous avons vu cette semaine répondre lors des annonces de notre journée, répondent un peu vivement, repenser la psychanalyse, mais c'est encore du Lacan. C'est très, très étonnant d'entendre ça, effectivement. C'est encore du Lacan, comme si Lacan était devenu révolu. Parmi les points qui m'intéressent donc actuellement, il y a cette attribution par Lacan aux femmes de l'invention des langues, de la langue, et aux hommes d'avoir fait de là surgir une syntaxe comme porteuse de signifiants. Ce qui va beaucoup plus loin, vous le notez tout de suite, que la question du genre, comme construction des discours, par les discours, des lois sexuelles selon la fonction phallique. La question que Lacan aborde plonge dans la même origine, entre guillemets, c'est-à-dire origine de fiction, que cette origine topologique du langage dans le défaut du rapport sexuel. Ça fonde le langage, donc, dans ce défaut, de ce que le langage, à partir de ce défaut, et à partir de ce que le langage a fait du défaut de conjonction sexuelle, avec la position qui prend chaque sexe. La question porte jusque-là. On peut certainement articuler que l'un des sexes, la femme, tente d'y suppléer par le langage à ce défaut, à partir de son mode de castration à elle, sa jouissance mise en suspens, et que l'autre, l'homme, tente, à partir de son mode de castration à lui, dans le rapport sexuel, puisque le défaut du rapport sexuel, bien entendu, en finit avec l'unilatéralisation de la castration, bien sûr, chez Lacan, et bien que son mode à lui, l'homme de castration, sa coupure phallique au sein même de sa jouissance sur le plan organique, eh bien vise un plus de jouir d'un côté, mais pas de l'autre, ce qui ne donne évidemment pas les mêmes abords du langage. La langue d'un côté, la syntaxe de l'autre. Et ce plus de jouir, bien sûr, qui est à même de compenser cette soustraction de jouissance qu'il subit dans le rapport sexuel. Lui aussi, ça va de soi, lui d'abord, puisque c'est sur sa jouissance à lui que cette soustraction s'effectue, eh bien, le plus de jouir qui convient, qui a convenu des siècles et qui, d'une certaine façon, commence maintenant à être dénoncé comme révolu, puisque nous assistons à un nouveau recul de la jouissance à l'heure actuelle. Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on a beaucoup de choses qui s'ancrent dans le contemporain. Il y a celle-là notamment.
on voit à 50 ans de distance, lorsque nous avons commencé la pratique psychanalytique, peut-être un peu moins, mais presque vraiment, à cette date-là, les années 70. Les modes de jouissance qui étaient tolérés dans les années 70, nous assistons maintenant à leur dénonciation, non pas sur le mode pour l'essentiel, vous le voyez bien, où on dirait, oh quand même, ils exagèrent. Enfin, non, non. Sur le mode, mais oui, c'est vrai, nous n'en sommes plus là. C'est-à-dire, c'est vrai que nous mesurons qu'il s'est effectué un nouveau recul de la jouissance sous l'effet du langage, sous l'effet du signifiant, bien entendu, et que les plus de jouir qui autrefois étaient non seulement tolérés, mais cultivés comme tels, pour compenser les précédents reculs de jouissance, eh bien, sont maintenant dénoncés et en passent probablement d'être abandonnés, notamment cette disposition du corps de l'autre sexe. Donc, c'est un phénomène dont Lacan avait donné quasiment l'alphabet, déjà, hein, de façon très précise, dans les années 70, donc jusqu'à la fin, bien sûr. Voilà, je me suis intéressée à cette syntaxe comme surgissement, comme nécessité logique que fait surgir la syntaxe l'homme comme porteur de la syntaxe et donc porteur du signifiant, avec la syntaxe sadienne, qui je trouvais extrêmement féconde de ce point de vue-là, si on peut dire, c'est-à-dire la fameuse syntaxe sadienne de encore un français, encore un effort pour être républicain. Je m'y suis intéressée non seulement parce que c'est une syntaxe dont il apparaît avec évidence qu'elle vise au moment de la Révolution à renouveler une syntaxe du rapport de l'homme et de la femme qui, avec une certaine échéance du christianisme dans la Révolution, commençait à être affaiblie. Donc, il la renouvelle par un rapport dont on peut constater qu'il est sadique par définition, c'est-à-dire effectivement une nouvelle modalité proposée à la République, un effort pour renouveler ensemble le rapport de l'homme et de la femme dans le fantasme sadien. Je m'y intéresse notamment aussi à cette question depuis que Lacan, dans la troisième, le grand texte de la troisième, nous faisait remarquer que cette objurgation sadienne, nous aurions, nous, psychanalystes, à y répondre. On ne l'a pas encore fait, on va avoir à le faire. Et on va avoir à le faire notamment parce que il estimait que, articulé tel qu'il l'a fait avec la loi morale de Kant, dans Kant avec Sade, en montrant une articulation des deux, du fantasme sadien avec les maximes de Kant d'une façon beaucoup plus étroite qu'on ne pouvait le penser évidemment à première vue, et bien que cet ensemble d'articulations était un avenir qui nous pendait au nez. Il disait cela il y a 50 ans. Ce qui pend au nez, ce qui pend d'en haut devant le nez, c'est une expression du XIIIe siècle. Ce qui pend d'en haut devant le nez, évidemment, c'est ce à quoi on va se heurter si on ne regarde pas devant en marchant, ou bien si on ne change pas de direction. Donc, ça fait partie, en quelque sorte, de ce que nous avons articulé à l'heure actuelle. Il y a une sorte de ligne de partage qui se dessine dans le vif des discours actuels, où d'un côté, en quelque sorte, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a ceux qui dénoncent, je parle là du discours médiatique, hein, du discours public, ceux qui dénoncent des modes de jouissance dits du vieux monde, dans le rapport du masculin au féminin, tous les mouvements militants notamment, mais ça va bien au-delà maintenant, on le sait, et d'autres dont font généralement partie les psychanalystes, jusqu'ici, à moins qu'ils se placent ouvertement du côté militant, bien sûr. Ce qui est autre chose, eh bien, eux se tiennent à distance de cette dénonciation, vous l'avez remarqué, de cette dénonciation, d'abord parce que ce n'est pas leur travail, bien entendu, mais aussi parce que ce n'est pas leur concept. Ce n'est pas leur concept, ils s'en tiennent à distance, voire ils dénoncent la dénonciation, en quelque sorte, quand ils ne font pas partie des accusés, autre élément de l'actualité.
Et cette sorte de ligne de partage m'intéresse, à la fois pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure, c'est que ce sont deux façons de traiter l'inconscience et la politique, l'un d'un côté et l'autre uniquement de l'autre, de façon univoque en quelque sorte, quant à la psychanalyse jusqu'à une certaine date, dans ce qui s'en est en tout cas mis en usage. Eh bien, de cette ligne de partage, une chose m'intéresse particulièrement, c'est qu'on peut remarquer que Lacan, lui, déjà il y a 50 ans, tenait une ligne, adoptait une démarche qui consistait à tenir les deux enjeux à la fois. Les deux enjeux à la fois, je vais essayer évidemment de préciser, les deux enjeux, évidemment avec entre les deux une ligne de tension, une certaine tension, mais aucunement une contradiction, une opposition, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui relève du fonctionnement de cette logique qu'il a mis au jour, c'est-à-dire la logique patoute. D'une part, il avait cette démarche qui avait à elle seule déjà une conséquence politique, qui consistait à ironiser, je l'ai souligné, sur les lois sexuelles en les appelant des fictions simplettes en voie de révision, et à ironiser au fur et à mesure qu'il déchiffrait, qu'il déconstruisait les concepts des logiques patriarcales, bien sûr, que sont le phallus et le nom du père. Il a ironisé également sur ces concepts, et notamment en appelant perversion paternelle, ce qui est un jeu de mots d'une puissance féroce, absolument féroce, en appelant perversion paternelle le système du nom du père, n'est-ce pas? Alors, d'un côté, il y avait cette critique, je ne m'y arrête pas, je l'ai longuement commentée, et de l'autre, il faisait venir au jour cette logique nouvelle qu'il a nommée Patou, une logique du Patou, qui correspondait donc à cette modalité du féminin qui n'était pas pensée jusque-là, bien qu'existant à l'évidence depuis bien longtemps. Et grâce à cette logique nouvelle, pouvait être pensé l'accès à une autre jouissance, autre que quoi? Autre que la jouissance phallique, bien entendu. Cette jouissance qu'il disait, qu'il appelait supplémentaire, pour souligner qu'elle ne vient pas à la place de la jouissance phallique, mais qu'elle vient en plus, que ce n'est pas l'une ou l'autre dans cette logique, pas toute, mais que c'est les deux. Qu'elle alterne donc et qu'elle s'articule avec elle. Eh bien, le résultat, c'est un ensemble de femmes, non pas un tout ou un discours, c'est un ensemble de femmes, certaines les appellent les patoutes, c'est bien dit, c'est joli, qui, cet ensemble, objecte à cette loi de la fonction phallique sans pourtant s'y opposer. Sans pourtant s'y opposer. Qui objecte à quoi dès lors? Mais qui objecte à ce que cette fonction phallique soit tout, soit qu'elle soit seule en cause, qu'il n'y ait que cette forme de jouissance-là et qu'il n'y ait que cette fonction-là. Il a tenu ces deux enjeux majeurs à la fois et il me semble que ça, c'est une position tout à fait particulière et tout à fait difficile, sans se contenter d'intervenir sur l'un ou l'autre. On peut, particulièrement aujourd'hui, notamment dans notre actualité, on peut depuis longtemps mesurer la portée d'une telle intervention, de tenir ces deux enjeux majeurs à la fois, mais on peut le mesurer de plus en plus, je dirais, au fur et à mesure que nous avançons dans ce siècle. D'une part, cette logique, on le sait, donne accès à une jouissance hors du discours, dans le féminin, mais pas que, on le sait bien. C'est-à-dire, elle n'est pas complètement, évidemment, dépendante du sexe. Donc, hors de cette loi de la fonction phallique qui définit l'homme, on le sait, comme ce qui a le phallus et a la femme comme ce qui l'est, cette loi de la fonction phallique, eh bien, cette logique pas toute permet de donner consistance à un dire que Lacan appelle un dire que non à cette fonction au singulier et non pas dans l'universel. Et ce faisant, elle influe évidemment elle-même. Il influe lui-même ce dire que non sur le discours. Alors, tandis qu'il le souligne bien, Lacan, parce que c'est
absolument indissociable de l'efficace de cette logique, et donc de l'efficace d'une position féminine selon cette logique, tandis que parallèlement, cette femme se prête aussi, cette femme pas toute, se prête aussi à cette fonction phallique du discours, de la loi du discours, et à ce qu'implique cette loi du discours en représentant, en se prêtant à représenter le plus de jouir qui compense la perte de jouissance. À cette condition, et ça c'est le tour de force en quelque sorte qu'a opéré Lacan, à cette condition, il considère, Lacan, qu'en ce lieu, ce sont elles, ces femmes-là, c'est pas toutes, qui ont les hommes, premier point, ce qui constitue donc un pendant, absolument un pendant, je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là, mais un pendant absolument topologiquement extrêmement intéressant par rapport à la loi du discours, où bien entendu l'homme à la femme, dans la loi du discours, Lacan crée un hors-discours où, à certaines conditions, à cette condition qu'il y a nouage à 3 et non pas à 2, c'est-à-dire que parallèlement, elle se prête à représenter cette fonction de l'objet du désir, cette fonction du plus de jouir, alors, à cette condition, la loi du discours, en quelque sorte, est compensée par ce hors-discours. Alors ça, c'est une théorie extrêmement intéressante, évidemment. C'est ce qu'on pourrait appeler, c'est ce que j'ai appelé, dans un petit livre qui paraîtra à New York très bientôt, The Feminine Deal, ce qui est donc le titre d'un petit ouvrage. C'est un deal, effectivement. C'est un sacré deal, cette théorie chez Lacan de cet abord possible du rapport sexuel avec la loi du discours d'un côté et la position qui prend la femme de l'autre. Alors, ce petit ouvrage qui va paraître donc grâce au travail de Paola Mieli. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Je ne l'ai pas vue, hein? Je ne sais pas si elle a eu le mail. Voilà. Hein? Elle l'a eu? Elle l'a eu. Bon. Voilà, j'avais envie donc de vous permettre de peser l'enjeu de ce mode d'intervention de Lacan dans cette question essentielle du rapport sexuel, du rapport des sexes, étant donné que c'est quelque chose non seulement que je trouve d'extrêmement puissant, d'extrêmement efficace, mais d'extrêmement nouveau conceptuellement. Vous l'avez noté, chacun le sait, extrêmement peu connu encore et encore moins utilisé. S'il s'était contenté d'intervenir sur ce versant du hors-discours, avec la logique pas toute, cette logique qui convient aux femmes, comme il disait, ce supplément qui compense en partie ce que la loi rate du rapport sexuel, s'il s'était contenté de mettre ça en valeur, de le mettre au jour, on aurait pu supposer alors que cela suffisait, c'est-à-dire que cela suffisait pour penser que désormais, dès lors, tout était bien dans le meilleur des mondes, en quelque sorte. C'est-à-dire, il n'y avait pas lieu, il n'y avait pas besoin de critiquer en plus la loi de la fonction phallique avec son système de perversion paternelle, puisque ceci, compensant cela, l'un hors du discours et l'autre dans le discours, eh bien, ça pouvait se nouer. Ce mode de jouir que mettent en place nombre de femmes est effectivement efficace, bénéfique, autant pour qui le déploie que pour qui le partage. Évidemment, on sait que ça forme les couples les plus solides. Certaines femmes et certaines psychanalystes disent, notamment dans le champ lacanien, bien entendu, que c'est bien plus intéressant que quoi? Mais bien entendu, plus intéressant que le refus total de la position d'objet du désir par les discours féministes au nom de toutes les femmes et au profit d'une équivalence en miroir. Nous avons là, évidemment, la clé du débat qui nous oppose, bien entendu, et qui se clarifie de plus en plus, si je puis dire, chaque jour, qui nous oppose donc à ces mouvements. La libération des femmes que le siècle précédent a actée, donc et bien sûr celle de leur jouissance phallique, celle de la parole et celle de l'orgasme, et on l'a vu se libérer en acte durant le siècle dernier,
Mais on n'est pas obligé d'en déduire que ce mode-là de jouissance suffit à une femme, puisque nombre d'entre elles tiennent aussi à leur autre jouissance possible, non pas à la place, mais en plus. La question n'est donc pas de choisir l'une ou l'autre, car une femme participe des deux et passe de l'une à l'autre selon le champ où elle se trouve. Lacan faisait remarquer bel et bien qu'il n'y a aucune femme qui s'en tienne à la jouissance autre d'un corps. Parce qu'évidemment, elles articulent, les pas toutes articulent l'une et l'autre. En revanche, les toutes, elles s'en tiennent bel et bien à la jouissance phallique. Le choix qui existe donc n'est pas entre les deux, entre jouissance phallique et jouissance autre, quel que soit le sexe, il est de s'en tenir à la jouissance phallique ou bien pas. Alors, vous voyez la portée politique que l'on peut déduire de cette réflexion, qui est que si Lacan s'était contenté de faire valoir que des femmes ont une autre jouissance hors discours, qui est un supplément, qui compense, etc., qui rend moins lourd, comme il disait, l'absence du rapport sexuel, eh bien, cela aurait eu, au-delà de son discours, une incidence politique majeure, peut-être problématique d'ailleurs, puisqu'il pouvait s'en déduire très simplement que dès lors, il n'y a pas lieu de critiquer la loi sexuelle universelle quant au rapport sexuel qu'elle ne permet pas entre l'homme et la femme. Ce que cette loi ne permet pas dans l'universel, les couples sexuels l'élaborent dans le singulier, deux par deux, grâce à certaines modalités de jouissance autres des femmes, parfois d'hommes, et puis notamment ceux qui la partagent, bien entendu, cette jouissance-là, et ainsi, il n'y a pas de problème politique. Eh bien, ce n'est pas ce qu'il a fait, vous le savez, ce n'est pas ce qu'il a fait. C'est justement pas ce qu'il a fait, puisque lui a tenu les deux enjeux. Je vais m'arrêter là parce qu'il est très tard. Lui a tenu les deux enjeux à la fois, c'est-à-dire qu'à la fois, il a mis au jour cette logique des femmes qui apportent à la fois au langage d'une part et à la fois au rapport sexuel quelque chose en supplément, et à la fois, jusqu'à la fin, vous le savez, il a critiqué le système du nom du père et de ce qu'il a appelé la perversion paternelle, avec l'exclusivité de la fonction phallique. Voilà, j'arrête là. On n'a peut-être pas le temps de discuter. Non, je voulais... Non, mais je voulais juste dire un mot, parce que je ne vais pas relancer le débat, parce que c'est... l'un des derniers aphorismes de Freud, c'est de dire que la création de la sexuation, c'est-à-dire la bifurcation, qui est un concept d'ailleurs d'Athéo et des catastrophes, est un pas vers la mort. Est-ce que, est-ce qu'on ne peut pas rapprocher ça, c'est plus massif comme question, mais enfin, que d'une certaine manière, quand même, tous les mythes, et les pervers tournent autour de ça, la catastrophe que représente la sexuation. Et Platon se pose la question comment ce retructeron a été coupé. Donc, dans quelle mesure toute la théorie lacanienne pose cette question et l'élabore. Tu as montré de façon intéressante. Elle la pose, Voilà. Elle la poursuit, puisque c'est évidemment dans la conséquence d'une catastrophe, si on peut dire, c'est-à-dire cette catastrophe de l'absence du rapport sexuel, évidemment sous sa forme première, qui n'est pas encore l'absence du rapport dans le langage. C'est de là qu'il fait survenir, s'originer le langage. Ça, s'il y a une belle forme de catastrophe, c'est bien celle-là. Bon, on va s'arrêter là-dessus. Très bien. Alors,